À l'époque, que c'était une nouvelle naissance, un renouveau. Je demande pas l'autorisation, je préfère demander pardon. Mais ma vie, c'est de être utile. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le petit message qu'on t'envoie en te disant merci, t'as changé ma vie. Tu te rends compte maintenant qu'on n'a plus rien, mais tout est possible. Salut Vincent. Salut Antoine. Eh ben, je suis ravi de te rencontrer. On n'avait pas du tout prévu de faire une interview. C'est vrai. Et en fait, c'était tellement intéressant ce que tu me disais que je me suis dit, ça va forcément apporter une valeur de fou aux gens qui me suivent. Beaucoup de gens qui me suivent rêvent de monter leur activité sur Internet. Souvent, ils ont du mal à trouver leur thématique. Toi, c'est pas compliqué, tu es parti de ce que tu avais fait. Donc, tu étais pompier. C'est ça. Et du coup, tu as créé une chaîne YouTube là-dessus. C'est ça. Et aujourd'hui, tu gagnes ta vie avec. J'ai envie que tu nous en parles, tu nous expliques d'où ça t'est venu cette idée. Tu nous racontes un petit peu ton histoire. Bah déjà, merci de me recevoir. Je savais pas par où commencer, mais déjà par te remercier, c'est déjà pas mal. Bon, de rien. Merci de me recevoir, c'est cool. Puis si je peux partager mon expérience avec ta communauté, c'est parfait. Surtout que je fais partie de ta communauté, donc c'est top. Mon histoire, ça remonte à pas mal d'années. Là, j'ai 33 ans. J'ai été pompier à Paris pendant plusieurs années. Et quand j'étais pompier de Paris, YouTube est arrivé. Et moi, je faisais des vidéos dans la caserne de pompiers. Je filmais les interventions, je filmais les collègues dans la caserne et je mettais ça sur YouTube. Vraiment en 2007, c'est au tout début de YouTube, quoi. Tout début. Ok. Tout début. En fait, moi, je cherchais juste un moyen de partager mes vidéos à ma famille qui était à Lyon, parce que moi, je suis pas un Parisien. Donc je voulais juste leur partager, leur envoyer le lien. C'est vrai qu'on l'oublie, mais à l'époque, on utilisait YouTube pour partager des photos de famille, enfin pour partager des vidéos à sa famille, un peu comme les blogs aussi. Les blogs, ça servait un peu à raconter un peu ce qu'on faisait aux gens qui nous connaissaient en fait dans la vraie vie. Je faisais mes petites vidéos et c'était plus immersion avec caserne de pompiers. Et il y avait forcément, les pompiers de Paris n'étaient pas sur YouTube à cette époque-là. Tu vois, donc j'étais le seul à proposer du contenu. Et les gens cherchaient des informations sur les pompiers de Paris et tombaient sur mes vidéos. Donc déjà à cette époque-là, quand j'étais en contrat avec les pompiers de Paris, je recevais des messages de jeunes qui me disaient comment on fait pour devenir pompier de Paris. C'est ce que je veux dire. Je faisais une vidéo de temps en temps sur les pompiers, mais vraiment en mode, c'était même pas un reportage, c'était juste le montage que tu fais pour ton anniversaire, tu vois. C'était vraiment avec des photos, vraiment. Et après j'ai commencé à faire ça sur intervention. Donc là, là on part dans un autre truc encore plus interdit. Parce que ça t'a jamais causé de problème avec ta hiérarchie? Après, c'est monté un peu en puissance parce que YouTube s'est développé. La communication des pompiers de Paris a commencé à se mettre sur les réseaux, forcément, parce qu'il faut y être, surtout pour recruter. Et donc, du coup, tu tapais pompier de Paris, tu tombais sur mes vidéos et forcément, c'est monté jusqu'en haut, le général. Et donc là, j'ai reçu une convocation. Donc, j'ai été couvert par mon commandement, si tu veux, entre guillemets, pour faire simple. J'ai été, on va dire, couvert par mon capitaine, par mes chefs, tout ça, parce qu'ils aimaient bien ce que je faisais. Le général a vu mes vidéos et il a aimé mes vidéos. Donc j'ai eu de la chance parce que ça aurait été un autre général, j'aurais peut-être, j'aurais pu être puni pour ça, tu vois. Dans l'armée, on punit. Donc ça, c'est intéressant. Il s'est pas dit c'est interdit, donc il faut le punir. Il s'est dit c'est interdit, mais en même temps, ça me plaît. Il fait un boulot qui peut presque être d'intérêt public puisqu'il incite des gens à nous rejoindre. Donc finalement, ils ont été tolérants et t'ont laissé continuer. Non, et du coup, ils m'ont pas laissé. Et, lui, je sais pas ce qu'il a pensé, tu vois. Mais il y avait des gens dans son bureau qui étaient assez agressifs envers ce que je faisais à ce moment-là. Et donc du coup, c'est redescendu au niveau de mon capitaine, le chef de la caserne. Il m'a convoqué, il m'a dit écoute Guyard, là j'ai fait tout ce que je pouvais pour te protéger. Il voulait ton nom, j'ai pas donné ton nom, etc. Par contre, maintenant, c'est l'armée qui veut te voir. Parce que comme je t'ai couvert, eux, ceux qui veulent te faire pas tomber, mais ceux qui veulent te faire arrêter, ils sont allés voir l'armée de terre. Parce que c'est l'armée. Du coup, j'ai été convoqué et je suis allé dans leur bureau en tenue de sortie pour leur expliquer. Enfin, c'est déjà pour savoir pourquoi déjà. Et après, ils m'ont dit, c'est par rapport à tes vidéos. On a reçu c'était pas un arrêté, mais on a reçu une lettre comme quoi il y avait quelqu'un des rangs qui faisait des vidéos et c'est interdit. Et on voulait savoir. Après, il y avait aussi la menace terroriste. Tu vois, il y avait aussi plein de. Est-ce que tu crois que si tu aurais pu obtenir une autorisation officielle de continuer à faire ça? En fait, les pompiers de Paris ont leur propre service communication. Donc j'aurais pu intégrer ce service communication. Mais du coup, tu n'aurais plus été pompier? Les mecs qui sont en service communication, ils partent sur intervention. D'accord. Et ils filment sur intervention. Ils font tout ce que je fais, tout ce que je rêve de faire, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours envie de faire. Ils partent sur intervention. Tu vois, tu as un gros feu quand tu vois les images, par exemple, de Notre-Dame qui brûle. Les images avec les pompiers de Paris, c'est le service communication des pompiers de Paris. Je me suis dit, je vais quitter les pompiers et je vais faire un site.
d'aventure, un site communautaire d'aventure, où les gens posteront leurs vidéos, tu vois, un truc. Est-ce que c'était juste un kiff ou tu avais une idée déjà entrepreneuriale derrière? C'était un kiff, mais il aurait fallu forcément trouver un moyen de monétiser, tu vois. Et... Tu ne te voyais pas faire ça bénévolement pendant 5 ans, tu te voyais quand même trouver un moyen de faire ça, de faire quelque chose de rentable. Ouais, je pense que ça aurait été les publicités à l'époque, AdSense, les pubs. Je pense que ça aurait été ça, peut-être système de donation, je sais pas. Le projet n'était pas mûri, si tu veux. Quand je suis parti des pompiers de Paris, tu vois, en fait, c'est un peu ma vie, ça. Je me mets devant le fait accompli et on verra. Et là, le fait d'avoir quitté les pompiers de Paris, d'avoir un loyer, parce que j'étais resté à Paris, bah forcément, au bout d'un moment, il aurait fallu faire quelque chose pour vivre, si tu veux. Et donc, du coup, je me suis dit, je quitte tout et je fais ça pour avoir 100% de mon temps et peut-être avoir cette liberté que moi, je rêvais pas d'une liberté parce que dans ma tête, même si Pompiers de Paris, c'est très très prenant, tu fais des gardes de 3 jours, c'est super intense, tu es en caserne, tu as des chefs, c'est tout ce que tu n'aimes pas. T'es tous les matins à 10h, tu es au garde à vous, on te fait monter la planche, tu as les séances de sport. Si tu sais pas, tu te fais pas défoncer, mais si tu as certains chefs qui sont pas tendres, donc des fois c'est stressant parce qu'il faut bien faire, mais c'est normal. Alors, regarde les mecs, les pompiers quand ils interviennent, ils sont au taquet. Et, tu vois, quand il y a un feu, ils montent les étages à l'échelle à crochet, ils sauvent des gens. Et s'ils sont comme ça, c'est parce que c'est beaucoup d'exigences, tu vois, beaucoup de travail, tu vois, beaucoup d'entraînement. Et ça, c'est une contrainte entre guillemets parce que. Et toi, tu étais un peu en fait tiraillé entre cette envie de liberté et cette passion pompier qui demande quand même beaucoup de discipline et de contraintes. C'est ça. Mais je m'en rendais pas compte à l'époque. Parce que moi, quand j'étais en caserne, comme je te disais, les manœuvres pour s'entraîner, dans ta tête, tu dis que tu t'entraînes pour sauver des gens. Et ben, je le faisais par passion. J'adorais ça. Et quand jamais je me suis dit, je vais travailler, tu vois. J'allais prendre ma garde. Ça allait être dur, ça allait être long. Mais j'allais vivre des choses intenses et ça allait être trop bien, tu vois. Après, tu fais un bon, enfin, entre guillemets, hein, les pompiers, on aime bien quand ça brûle, tu vois, mais tu fais un bon feu, t'arrives, t'éteins, tu sauves des gens, ou t'aides des gens. Dans le meilleur des cas, t'en sauves, tu sauves ce que tu peux sauver. Et t'es content, ça y est, ta mission accomplie, tu vas te coucher et tu recommences et c'est reparti, tu vois. Et moi, j'ai toujours adoré ce métier qui n'est, pour moi, c'est un mode de vie au final. Parce que tu travailles pas, tu es en caserne, tu t'entraînes pour aller aider les gens. Tu vois, il n'y a rien de plus glorieux, quoi, de plus noble. Donc ça, j'ai jamais senti comme une prison, en fait. Donc après, j'ai quitté les pompiers de Paris, tombé amoureux d'une femme. On était vraiment dans love story, tu vois, à fond l'un pour l'autre. L'histoire, mais l'amour fou, tu vois. Vraiment l'amour fou. Et du coup, j'ai laissé tomber mon projet d'aventure parce qu'on se sentait bien ensemble et on avait besoin que de l'un pour l'autre, en fait, tu vois. C'était vraiment l'amour fusionnel. Et du coup, je suis rentré un peu dans une pseudo rat race, parce qu'après, je suis devenu coursier à vélo, donc travaillé pour une entreprise pendant 2 ans. Donc c'était, tu sais, Bike Messenger avec le sac, le vélo, le fixie, tu vois, tu traverses Paris à fond la caisse pour aller livrer des contrats, des chèques, et tu vas chez Dior, tu les amènes à des stars, c'est trop bien, quoi. Enfin, c'était vraiment un pur métier pendant 2 ans. Et je me suis vraiment bien amusé. Mais du coup, j'ai laissé un peu tomber de côté ce côté vidéo. J'ai tout laissé tomber, en fait. Et là, je m'étais mis dans cette petite routine parisienne. Elle, pareil, elle savait pas trop ce qu'elle voulait faire. Elle est devenue, elle était infirmière. Ça lui plaisait pas. Je lui dis, si ça te plaît pas, t'arrêtes et tu fais autre chose. C'est ce que je fais. Tu vois, enfin, j'ai toujours éduqué entre guillemets à faire ça. Donc, arrête. Moi, je trouve un travail et on se démerde. Tu vois. Donc, elle a arrêté. Et puis après, elle a fait un stit. Et puis après, elle s'est engagée chez les pompiers de Paris. Et quand elle s'est engagée, c'est marrant parce qu'on a préparé le concours de pompiers professionnels ensemble. Et donc elle l'a pas eu, moi je l'ai eu. Donc ça, c'est pour être pompier partout en France, si tu veux, en CDI, donc le rêve pour un pompier. Et je l'ai eu et je la voyais entrer à la brigade des pompiers de Paris. Et moi, je l'avais quitté, les pompiers de Paris. Donc je me disais, j'étais jaloux en fait. Je me disais, elle retourne, elle va dans mon école, dans l'institution qui m'a fait grandir, qui a fait ce que je suis maintenant, tu vois. Donc, allez, j'écris au général et je demande à revenir chez les pompiers de Paris. Et je suis revenu chez les pompiers de Paris. Et après, elle, ça se passait mal. Ça se passait mal pour elle. Donc elle était dans une autre caserne, moi j'étais dans une caserne en banlieue. Et elle, ça se passait mal, très mal. Moi, du coup, ça me faisait déprimer. Ça demande une personnalité particulière. C'est clair. Presque d'être né pour ça, quoi. C'est un engagement. D'avoir cette fibre-là. Ouais. C'est un engagement. Mais voilà, et donc pour elle, ça lui plaisait pas. Et c'est là qu'on a pris la décision. Enfin, c'est moi qui l'ai prise.
Elle me l'aurait jamais demandé, mais de tout quitter. Et on se casse. Elle était comme une dingue. Elle était super contente, t'imagines ? Pour elle, c'était porte vers une nouvelle aventure. Elle rêvait d'aventure. Et ok, 1 mois de préavis, on a tout laissé, on a tout vendu, chaque meuble qui disparaissait. On a fait l'état des lieux, claqué la porte, rendu les clés et on est parti, sans prévenir personne. Personne n'était au courant. Tu dirais que tu as fait ça par amour ? C'est compliqué, je pense que oui, parce que je l'aimais. C'est quelqu'un que j'admire de par son parcours et de par ce qu'on a vécu, tu vois, parce qu'on a quand même vécu... on a voyagé pendant 2 ans et demi ensemble, donc c'était nos dernières années, si tu veux. Et on a fait un beau petit tour du monde, avec pas beaucoup d'argent, on a beaucoup, j'allais dire galéré, mais tu sais, c'est l'aventure, c'est le voyage. Et non, c'était vraiment une belle aventure. Et on a vécu un voyage, on va dire, extraordinaire, parce qu'on a rencontré plein de gens, on a fait plein de choses, mais elle se sentait vraiment dans l'aventure qu'elle voulait vivre. Elle a été dans son élément. Elle était dans son élément. Ça y est, c'était sa vie qui commençait. À Paris, elle était triste. Moi, j'étais heureux. Parce que j'étais Vincent, le pompier. Toi, j'avais mes potes, j'étais intégré. Je faisais mes voyages. Quand je rentrais de mes voyages, je racontais mes aventures. Ah, Vincent, t'as fait le Kilimanjaro, t'es un fou, tu vois. Enfin, c'était vraiment... Les gens, tu dis, tu peux faire le Kilimanjaro, t'es dingue, tu vois. Bah oui, après, j'avais que des idées, c'est de faire des trucs encore plus fous, tu vois. C'était ça, mon truc. Donc, et elle, ça la faisait un peu... pas souffrir, mais de me voir si épanoui et elle triste, il y avait un problème, tu vois. Et tu dirais que pendant le voyage, ça s'est un peu inversé. C'est-à-dire que c'était toi qui commençais à être un peu triste, à regretter ta vie à Paris, et elle, par contre, qui était vraiment épanouie. C'est ça. Quand on est parti, on est parti avec 10 000 euros à deux, juste avec un aller simple et nos sacs à dos. Donc, nos sacs à dos qui faisaient 35 kilos, tu sais, comme tu as fait au début, trop lourd pour ce que tu vas faire, parce qu'on prend toujours trop. Donc après, on se déleste. Et c'est pareil, quand tu te délestes de quelque chose, ça te fait du bien. Et comme dans l'appartement, à chaque truc qui partait, le canapé qui part, on l'a plus sur les épaules, tu vois. C'est énorme. Et c'est pour ça qu'après, tu deviens minimaliste. En fait, moins t'as et plus t'es... Enfin, nous, ça nous a rendu heureux. Donc pareil, on s'est délesté un peu du sac. Et quelques mois après être parti, tu vois, on a fait la Thaïlande, classique, Thaïlande, on est resté 3 mois. Après, on a fait Cambodge, Vietnam. Et ouais, même au Cambodge, donc quelques mois après le départ, je commençais à sentir la tristesse m'envahir, en fait. Tu vois, j'étais malheureux, quoi. C'était le début d'une dépression, en fait, parce que c'est clairement une dépression que j'ai faite. Et elle s'épanouissait, tu vois, c'était une fleur, tu vois, elle s'ouvrait, waouh. Elle voyait le champ des possibles et je l'ai vu ça. Et c'est marrant parce qu'on se disait quand on était dans une piscine à Koh Lanta et elle me disait mais tu te rends compte maintenant qu'on n'a plus rien mais tout est possible. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vrai, elle avait raison. Et on s'imaginait, tu vois, on rêvait en fait. Sauf qu'elle rêvait encore plus grand. C'était sa vie, le voyage. Et d'ailleurs, là, il y a quelques semaines, elle a sorti un livre et qui cartonne. Elle raconte son aventure, donc c'est ouf. Donc moi j'ai quand même lu j'ai pas lu encore tout en entier, mais j'ai lu les premières pages. Donc elle parle forcément de notre histoire parce que ça a été son déclic en fait, si tu veux. Ouais, je comprends. Et donc du coup après moi j'ai fait ma dépression et ça allait de moins en moins bien. Donc là il y a eu le problème de l'argent parce que moi je suis l'homme. Parce que pendant ce temps-là vous aviez aucune source de revenus. Aucune. Donc tu gagnais pas encore ta vie sur le web. Aucune. Non. Internet c'était coupé. C'est quoi votre plan pour continuer ? Inch'Allah, on verra. C'était ça, on verra. Notre plan, c'était de travailler à l'étranger. Sauf que moi, mon anglais, c'était... je parlais pas anglais. Clairement, je parlais pas anglais. Elle, son anglais était vraiment bien. Donc du coup, on avait un plan, c'était on va travailler sur la route, tu vois. Sauf que c'est travail de backpacker, tu vois. On arrive en Nouvelle-Zélande, on a trié les pommes, ramassé les kiwis, tout ça. Enfin, c'est des trucs de backpacker. Donc c'est une expérience, tu vois, c'est trop bien parce que ça te permet de gagner de l'argent pour continuer ton voyage. Mais tu dois pas faire ça pendant des années. Quoi, non, c'est dur. Mais elle s'en foutait, elle était trop contente. Elle dit on va faire ça, on repart. Et pour elle, c'était sa vie, tu vois. Donc, et moi, en fait, l'erreur qu'on a fait, que je pense que j'ai faite, c'est que elle, je pense qu'elle dit. Enfin, je pense qu'elle pense pareil parce qu'on a quitté les réseaux sociaux aussi. J'avais coupé Facebook. C'était quoi le but de faire ça, de tout couper comme ça, de couper tous les liens, tout ce qui vous liait à votre vie d'avant ? Je pense à l'époque que c'était une nouvelle naissance, un renouveau, un nouveau départ. Elle avait moins à perdre que toi, c'est ça ? Ouais, je pense. Moi, les pompiers, c'était ma vie. Et quand j'ai refait l'instruction, j'étais revenu chez moi. Donc ça a duré 2 ans, ce voyage.
Au bout de 2 ans, vous êtes rentré? À peu près 2 ans et demi. Et non, en fait, on était en Californie, on faisait le tour de la Californie en vélo. Et en fait, moi, j'avais fait donc j'étais toujours dans ma dépression. Et quand on était à Taïwan, donc c'est mon pays coup de cœur que j'ai vraiment adoré. Et je voulais vraiment retourner là-bas quand on était ensemble, parce qu'on a découvert ensemble Taïwan. Et je voulais vraiment y retourner. Et on y était retourné parce qu'on avait vu l'opportunité de faire de l'argent là-bas. Et étant donné qu'ils adorent les Français et qu'il n'y a pas beaucoup de Français, ce qu'elle s'est dit, je vais faire des cours de français. Et on verra ce que ça va donner. Et donc du coup, moi j'ai fait une affiche, qui veut donner des cours de français, et on a bombardé Taipei, sauf qu'elle a eu plein de clients. Et elle gagnait beaucoup d'argent. C'est un truc de fou, elle a vraiment... Donc ça a bien marché, ça. Et donc moi, ça allait pas bien, moi, t'imagines, j'étais Vincent, le pilote de scooter, qui savait pas parler anglais, qui gagnait pas d'argent, j'étais devenu... et puis qui était en dépression. Ouais. Tu vois, parce qu'elle me le reprochait, mais amuse-toi, c'est trop bien ce qu'on fait. Et moi, dans ma tête, j'étais malheureux, tu vois. Il y a eu les attentats de Paris. Moi, dans ma tête, je voulais être avec mes collègues, tu vois. Bref, très grosse dépression parce que j'ai voulu me suicider. Tu vois, je suis monté sur le toit à Taipei, l'envie d'en finir, tu vois. Dans ma tête, je me disais, j'ai une communauté qui me suivait, donc je vais essayer de reprendre cette communauté. Et c'est là que j'ai commencé à créer mon programme d'entraînement. Donc j'ai créé un programme d'entraînement pour les futurs pompiers. Et j'ai commencé à faire ça. Et j'ai eu cette idée, donc un peu grâce à toi. Et quand je lui ai dit ça... Dans ce monde-là, tu avais un rôle à jouer et tu pouvais te sentir utile. Voilà, et c'est revenu en fait comme une évidence, si tu veux. C'est comme ça, parce que j'étais triste et je cherchais un moyen de gagner de l'argent. T'es un jeune qui veut devenir pompier, là ça m'intéresse, tu vois. Il n'y a que cette communauté qui m'intéresse, si tu veux. Et donc du coup, je lui ai parlé de ce programme. Et elle a rigolé. Parce que moi, ça m'a rendu triste, parce que moi, dans ma tête, c'était le champ des possibles, tu vois. C'était tout est possible. Et elle rigolait. Oh, je peux te dire, là, c'est là que je pense que j'ai été au fond. Parce que tu te raccroches à quelque chose et on rigole. C'est nul, tu vois. Normalement, tu es censé dire, ah, c'est cool, vas-y, fonce. Même si tu crois pas trop, fonce. Bref, c'est des erreurs de la vie, c'est pas très grave. Donc moi, ça m'a vraiment fait souffrir. Et donc là, c'est à ce moment-là que j'ai eu ce déclic et je voulais vraiment en finir. Mais vraiment, je voulais broyer du noir. Hein. C'est à ce moment-là que tu voyais pas d'autre issue? Aucune. Bah, tu sais, quand tu montes sur le toit et que tu dis... J'avais écrit une lettre et que je suis monté, on était quoi? C'était au 6 ou 7e étage. Tu sais, t'as les yeux remplis d'eau et tu montes, t'as le vent. Et puis, ça y est, c'est fini. Moi, quand j'ai écrit la lettre, quand je suis monté les escaliers, c'est le désespoir. C'était fini. Complet, ouais. C'était ça y est, c'est fini. Okay. Et puis après, c'est con, mais tu sais, j'ai respiré et je suis tombé un peu à la renverse. Et tu sais, il y a des souvenirs qui sont revenus de mon ancienne vie. Ouais. Tout ce que j'ai fait chez les pompiers, le Kilimandjaro, la Diagonale des Fous, le Mont Blanc, toutes ces ascensions, toutes ces aventures, toutes ces rigolades avec mes potes, Paris, tu sais, tous ces gens que j'ai rencontrés, même pendant le voyage, hein, parce qu'on a vécu des belles choses. Et là, je me suis dit, mais je suis trop con, mais c'est pas ça le problème, c'est notre couple. Tu vois, donc je suis descendu, j'ai fait mes affaires et je me suis barré. Et sauf que je crevais de faim, j'avais pas d'argent, donc j'ai pris ma tablette et elle m'avait envoyé plein de messages. Elle était allée voir tous les pompiers de Taipei parce que je faisais des vidéos avec les pompiers. Donc même les flics me recherchaient, c'était avait atteint un niveau. Et je me disais, oh là, je suis vraiment au fond du gouffre. Donc je suis re-rentré, elle est venue me chercher en taxi, on est re-rentré. Et après on a pris la décision de partir en Californie et de faire le tour en Californie en vélo, en tandem. Et que ça sera notre dernier voyage, le voyage de la dernière chance, si tu veux, entre guillemets. Donc dans ma tête, c'était, on part en Californie, 3 mois, et après on a le billet d'avion retour en France. Et en France, moi, je me sépare d'elle, tu vois. C'était ça le plan dans ma tête, dès le début. Donc elle y croyait encore un peu, puis après pendant le voyage, dès qu'on arrivait à Las Vegas, elle a même publié sur Facebook que c'était fini entre nous, tu vois, pour te dire à quel point, même elle, c'était déjà un peu terminé. J'arrivais pas à me remettre de cette vie ne me convenait pas, c'était pas ma vie, tu vois. Alors que c'est la vie que beaucoup rêvent, j'en suis sûr. Et surtout maintenant avec le virus, tout le monde rêve de voyage, mais moi ça me convenait pas. C'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est des choses qui peuvent faire rêver énormément de gens. Et en fait, on se rend compte que le bonheur, il n'est pas forcément là où on te dit qu'il est, tu vois. Exactement. Et toi, pareil, typiquement, il était dans les responsabilités que tu avais prises, dans ton entourage, dans les missions que tu avais peut-être. Dans la construction de quelque chose. Dans la construction de quelque chose qui a du sens pour toi. Et là, en fait, tu avais perdu ce qui était plus important pour toi. Et donc, le reste, ça n'avait pas de saveur, quoi. Tout ce qui est la carte postale pour les gens, pour toi, ça faisait pas de sens. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je voulais pas être un touriste. Ouais. Tu vois, le fait de voyager comme ça, de voir les beaux lieux du monde, c'est sympa. Ouais. Mais c'est être un touriste.
on est sur Terre, on a une mission à accomplir. Enfin, moi, c'est ma vision. Si je suis devenu pompier, c'est pour aider les gens. Et dans ma tête, être au Cambodge, perdu dans un petit village, en mangeant, ou même à Angkor, tu vois, c'est magnifique. Mais c'est pas ça ma vie. J'aime bien y aller, j'adore, et j'y retournerai. J'adore le Cambodge, j'adore le voyage en général. Mais ma vie, c'est de être utile. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Le petit message qu'on t'envoie en te disant « Merci, t'as changé ma vie ». Ce que je fais là, merci, t'as changé ma vie, parce que t'as en partie changé ma vie. Parce qu'après, c'est vrai que le travail, c'est souvent... C'est un déclic, en fait, qu'on donne. Mais là, si je donne des déclics maintenant aux jeunes qui veulent devenir pompiers, si je les aide à réaliser leur rêve, c'est ça ma vie. Le reste n'a pas d'importance, en fait. Mais bon, dans une moindre mesure, j'ai vécu un peu ce que tu as vécu quand je suis parti en voyage pendant plusieurs mois. Au début, quand j'ai lancé mon business en parallèle, je pensais vraiment que ce dont j'avais besoin, c'était d'aventure et de liberté. Je pensais que c'était la seule chose dont j'avais besoin. Et je me suis rendu compte finalement au bout de plusieurs mois, j'ai voyagé comme ça pendant à peu près 1 an tout seul, qu'en fait, alors moi en plus j'étais complètement célibataire et très souvent seul pendant mes voyages. Et en fait, au bout d'1 an, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose en fait de beaucoup plus important que ça, et que j'avais toujours besoin d'aventure et de liberté, un peu comme toi, de manière spontanée de temps en temps, tu vois, mais que ça pouvait pas être le centre de ma vie. J'avais besoin d'avoir un truc plus substantiel au centre de ma vie, et pour moi en fait c'est passé par un business qui a du sens, et par une vie de famille, un couple, etc. J'avais aussi besoin de ça. Et quand j'ai commencé à avoir ces choses-là, en fait, ça s'est inversé, c'est-à-dire que le voyage, l'aventure, je l'ai toujours dans ma vie aujourd'hui, mais c'est des choses que je fais de temps en temps, tu vois, seul ou avec un ami, et qui me permettent de m'évader, qui m'éclatent. Mais j'ai besoin de rentrer à la fin et de continuer ce que j'ai entrepris. Et pour moi, c'est ça la colonne vertébrale, si tu veux, de ce que je fais, quoi. Et moi, je te rejoins dans ce que tu dis. Quand tu voyages, tu continues de construire. Ça, c'est une chance, de pouvoir continuer à bosser en voyage, quoi. C'est ça. Et en fait, moi, maintenant, donc, ma vie actuelle, c'est... J'ai plus d'endroit j'ai plus d'adresse. Ça fait 6 ans que j'ai pas d'adresse. Je voyage, là je suis en Airbnb, je retourne chez mes parents, je dors dans les casernes, tu vois. J'ai un mode de vie un peu particulier. Donc j'ai du matos pour filmer, mais sinon j'ai rien d'autre. Tout ce que je construis, c'est du online. Ok. Ouais. C'est de la chaîne YouTube. Donc tu as un mode de vie nomade, c'est ça. Mais tu construis quelque chose de stable sur Internet. Et c'est exactement ça. Et même plus loin, tu vois, pour en revenir à notre histoire qu'on avait eue, mon histoire d'amour, à un moment donné, on a eu peur dans notre appartement, parce que c'était un appartement c'était un logement social, et on avait reçu une lettre, et dans cette lettre, j'avais peur qu'on allait être mis à la porte. Parce qu'en fait, cet appartement, j'avais eu grâce aux pompiers de Paris, et j'avais peur qu'en ayant quitté les pompiers de Paris, je n'y avais plus le droit. Mais en fait, c'est un logement social. Une fois que t'es dedans, tu vois. C'était juste, j'ai répondu aux exigences à ce moment-là, et après je suis dedans. Mais à ce moment-là, j'ai reçu ça. Et je commençais à vraiment avoir peur, à stresser, mais vraiment, ça y est, on va perdre l'appartement, et on va où après ? Surtout que c'était un appartement grand, pas cher, et dans un bon quartier, tu vois. Et qu'elle travaillait pas, et que moi, à ce moment-là, j'étais au chômage. Bref, c'était... Et c'est marrant parce que je lui ai dit quelques heures après, quand ça allait mieux, quand j'ai vu qu'en fait, je m'étais juste imaginé qu'on allait le perdre, il manquait juste des papiers à notre dossier. Et en fait, je lui ai dit, mais tu sais, on aurait pu le perdre cet appartement, mais on aurait toujours été ensemble. Tu vois, on aurait été. Donc au final, c'est pas grave. Notre amour aurait toujours été là. Mais là, c'est un peu ce que je ressens maintenant. Je me dis que enfin là, je suis dans un Airbnb. Je peux pas le dire parce que c'est pas le mien, mais je peux dire que je peux tout perdre ce que j'ai en objet physique. Ce qu'il y a sur Internet l'est encore et le sera. Tu vois, jusqu'à que ça se ferme peut-être un jour, mais c'est-à-dire que ce que je construis là, c'est des pierres que je mets à mon édifice. Au-delà des plateformes, d'ailleurs, ta relation avec ton audience, le message que tu as construit, tout ça, c'est ça qui a de la valeur aussi. C'est intangible, mais... C'est ça qui a de la valeur pour moi, à mes yeux. Et ce qui fait que c'est pour ça que j'ai pas besoin... En fait, depuis que je suis rentré en France, j'ai plus besoin de m'installer quelque part. Parce que mon quelque part, c'est ma communauté, c'est ma chaîne YouTube, c'est mon petit business. Maintenant, j'ai fait des livres, c'est ça. J'ai besoin de rien d'autre, au final, une petite connexion Internet. Tu m'expliques un peu comment tu as construit ton business et comment tu en as fait comment tu as pu obtenir un revenu qui te permet de remplacer ton métier et d'en vivre ? Du coup, quand j'étais dans ma période de dépression à Taïwan et qu'il fallait que je gagne de l'argent, c'est là que j'ai commencé à créer mon programme d'entraînement pour aider les jeunes pompiers. À cette époque-là, je devais avoir 700 abonnés sur ma chaîne YouTube. Okay. Parce que ma chaîne, elle continue à tourner au final. Donc 700, au final, mes premiers 1000 abonnés, je les ai eus sans travail. Enfin, c'est venu tout seul. Puis après, c'est là que je suis tombé sur tes vidéos. Et c'est rigolo parce que tu sais comment je suis tombé sur toi ? C'est un truc vraiment un peu stupide. Sur Twitter, je suivais Marine Leleu. Ouais.
rien à voir, hein, tu vois. Je suivais Marine Leleu et j'ai vu une photo de Marine Leleu avec Léo Duff et toi. Ouais, c'était pas plutôt avec Antoine Fonbonne? Antoine Fonbonne. Ouais. Ah, dans ma tête, c'était Léo Duff. Non, c'était Antoine Fonbonne. C'était Antoine, ouais. Et vous faisiez une séance de sport. Ouais. Tu te souviens de cette Au photo? bois de Vincennes, je pense. Au bois de Vincennes. C'est incroyable. J'étais accroché à un arbre. Oui, c'est ça. Et je sais pas pourquoi je t'ai suivi, mais c'est même pas une vidéo que j'ai vue de toi sur YouTube. C'est cette vidéo-là. Je me suis dit, c'est qui ce mec avec elle que maintenant, je sais même pas ce qu'elle devient. Enfin, je la suis plus. Donc, je suppose qu'elle continue et que ça se passe bien pour elle. Mais tu vois, je la suivais à ce moment-là parce que c'était une sportive et que j'aimais son état d'esprit. Et du coup, après, j'ai dû regarder qui t'étais sur ta chaîne YouTube et voilà, c'est comme ça que je t'ai connu. Et ça m'a donné un peu ce déclic de on peut vivre d'Internet, tu vois. Donc la méthode GUER, mon programme d'entraînement, je l'ai créé en me disant je peux créer quelque chose pour la vendre à ma communauté, ma petite communauté. Tu vois, c'est le message que tu as toujours partagé. Donc là, tu as eu l'approche, créer un produit, une formation en ligne. Voilà, un produit pour vendre aux jeunes qui me suivent. Ok. Donc tu avais déjà ton audience depuis longtemps à ce moment-là. Ouais. Mais tu savais pas forcément comment la monétiser. Je ne savais pas. Ok. Et là, tu t'es dit, tiens, la plupart des gens qui me suivent, c'est des gens qui veulent devenir pompiers. Peut-être, je sais pas, on va essayer. Et après, j'ai pas encore cette info. Ouais. Ouais, non, je et sais donc, pas. tu t'es dit, ok, je vais aider les gens à obtenir leur concours pour devenir pompier, c'est ça? Voilà, en fait, pour être pompier, il faut être fort physiquement. Ouais. Et moi, l'idée, c'était pas le concours. L'idée, c'était d'avoir une bonne condition physique pour le métier. Je comprends. Parce que le problème du concours ou du recrutement, c'est que si j'achète ton programme et qu'il ne réussisse pas, on va dire que ton programme, il ne m'a pas aidé. Ouais. Alors que là, le programme, donc c'est juste l'intitulé qui change, mais le programme, c'est juste pour avoir une bonne condition physique pour être sportivement correct en caserne, si tu veux. Ok. Comme ça, au moins, en gros, je prends pas de risque, tu vois. Mais il est dur, hein, mon programme. j'ai fait un programme difficile parce que c'était un programme de sport en fait. Ouais, un programme de sport sur 6 mois avec 5 entraînements par semaine. Ouais. Ils reçoivent mais spécialisé pour les gens qui veulent devenir pompiers. Voilà, c'est ça. Okay. Bah oui, et tout le monde me dit mais t'aurais pu toucher une plus grosse audience, tu sais, le fitness. Ouais, mais t'aurais été en concurrence avec beaucoup plus de gens. Et puis j'ai pas envie. Ouais. Moi, je veux aider les pompiers. T'as une vraie expertise là-dedans. C'est intéressant parce que beaucoup de gens sont réticents à faire ça et cherchent désespérément leur thématique, alors que souvent ils ont déjà fait quelque chose dans leur vie qui leur donne en fait une légitimité et une expertise pour créer des produits et pour aider les gens. C'est exactement ça. Et même ça peut être avoir passé un concours, ça peut être avoir fait un métier, ça peut être avoir eu son permis. Hein. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Même être parti en échange scolaire, je sais pas, n'importe quoi, c'est vrai. Ouais. Hein. Tu vois, j'ai été, quand on était à Paris, on faisait du dog-sitting. Ouais. D'ailleurs, je suis content de voir ton toutou Pipa. Mais tu vois, on faisait du dog-sitting. C'est con, mais c'est une expérience. D'ailleurs, il y a un business derrière. C'est clair, il y a plein de trucs autour des garder animaux, les chiens et tout. Bref. Et du coup, j'ai créé ce programme d'entraînement. Et du coup, c'est là où qu'elle a rigolé, tout ça. Et un jour, il y a eu une vente. Cette fameuse vente, tu vois. Je faisais 15 €. Et les gens, je les rentrais dans un groupe Facebook et je leur envoyais les séances. C'était un truc à l'arrache, tu vois. Il y a quand même quelqu'un qui a payé 15 €, tu vois. Donc c'est quand même, attends, tu me dis c'était un programme d'entraînement sur 6 mois. Non, mais ça, c'était à la 15 fin. balles. Non, ça, c'était à la fin. Ok, ouais. Donc à l'époque, c'était plus simple. Au début, j'ai fait un truc à l'arrache. D'accord. Et c'est marrant parce que c'est un peu le lean startup, tu testes. Ouais. Et au final, je l'ai fait sans le savoir. J'ai fait, on va essayer, je vais mettre ce truc à 15 € par mois. Tu vois, le mec, il paye pas le deuxième mois. Je l'enlève du groupe, point. C'était si simple. Et c'est après, je le mets dans un groupe Facebook et je mets les séances comme ça, tu vois. Mais après, les séances, elles se sont intégrées dans mon programme. En fait, je crée mon programme. Et j'ai eu ma première vente. Et j'en ai eu une deuxième, une troisième. Mais c'est pas, j'ai gagné j'ai rien gagné, tu vois, quelques euros. Mais j'étais content. Je me disais, ça y est, j'ai gagné un peu d'argent. Et c'est là, dans ma tête, c'est bon, je suis riche. Ouais. Dans ma tête, 10 €, t'as 1 million, tu vois. Ça prendra du temps, mais c'est possible. Et donc du coup dans ma tête j'avais ce truc, c'est faisable. Et je me rappelle on avait vendu, donc après j'ai fait évoluer le programme et c'est là que j'ai commencé à créer mon premier. En plus à l'époque il fallait passer par un truc de donation, tu sais, parce que j'avais pas de compte bancaire à l'époque, tu sais, c'était le compte, un compte commun qu'on avait ensemble. Donc j'ai dû passer par un truc de donation, c'était vraiment à l'arrache, tu vois. Et donc du coup. T'as fait avec les moyens du bord, quoi. Voilà, avec ce que j'avais. Et ça a marché, donc voilà. Et après j'ai rendu mon programme un peu plus. Dès qu'il était fini, on va dire, avec un système de mail, tu sais, donc passer par une liste email, donc un peu plus qualité, je l'ai mis au prix qu'il est toujours, 99 €. Enfin maintenant, je l'ai mis à 97 parce qu'on m'a dit de le mettre à 97, je sais pas pourquoi. Bref. Non plus. Et donc du coup, voilà, il est à ce prix-là. Et la première vente à 97, là c'est une autre vente parce que là tu dis c'est quasiment 100 €, c'est 100 € et c'est, waouh, il y a quelqu'un qui a dépensé 100 €, tu vois. C'est là, ça devient ça y est, c'est lancé, tu vois. Et je me rappelle, on était dans le sud de Taïwan, on voyageait
Sauf que notre Couchsurfing nous l'avait mis à l'envers et on s'était retrouvé sans appartement. Sauf que comme question de budget et que mon ex était à fond, pas dépensé et très... on a dormi dans un 7-Eleven, tu sais. Je peux te dire... Enfin ça je le referai plus, tu vois, c'est bon. Préciser, c'est un supermarché. Ouais, c'est un supermarché. C'est il y en a partout en Asie. Il y en a partout en Asie, c'est un peu le Carrefour Market de Taïwan. Il y en a aussi en Thaïlande, il y en a un peu partout, au Japon. Et on a dormi là, tu sais, comme ça. Et là, je reçois 100 €. Et c'est vrai que j'aurais pu dire, bah allez, je te paye l'hôtel. Mais je l'ai pas fait parce que dans ma tête, on dépensera. Tu sais, on était devenus à. Ouais. Même au magasin, on achetait les trucs les moins chers et tout. Et moi, l'argent, quand j'en ai, je le dépense. Tu sais, je suis un bon vivant. L'argent, c'est rien, tu vois. Ouais. Mais sauf que elle, l'argent, c'était tout, tu vois. Le moindre euro, c'était important, tu vois. Et normal, parce que c'était pour le voyage. Donc, tu vois, je peux pas lui reprocher ça. Mais dans ma tête, j'avais vraiment un problème avec l'argent. Je me suis dit, mais vivement que je puisse me payer un Airbnb ou ne serait-ce qu'une bonne bière, tu vois. Bref, j'étais un peu bloqué, tu sais, cette frustration. T'avais envie aussi d'en gagner plus pour pouvoir profiter un peu plus, parce que c'était quand même, si j'ai bien compris, votre voyage, c'était quand même super serré niveau de budget. Ah ouais, quoi. de ouf. Des fois, on dormait. Ouais. Donc vous pouviez pas vous payer de ce que vous voulez, profiter de certaines choses. Ouais, voilà, pour durer, en fait. Aller dans les bars, C'est faire des bons restos, ce genre. À Taïwan, du coup, c'est là que j'ai commencé à reprendre les vidéos. Tu vois, j'ai commencé à reprendre les vidéos. J'avais ma chaîne YouTube et j'avais ce programme à vendre. Ouais. Et le soir, je regardais tes vidéos. C'est rigolo, hein, parce que je me rappelle, hein, j'étais dans un état de tristesse et je me suis raccroché à ce que j'avais. C'était YouTube, tu sais, j'allais regarder les vidéos. On n'avait même pas la Wi-Fi, je devais monter à l'étage où il y avait un sorte de salon en haut. Et je regardais des vidéos de gars comme toi qui disaient qu'on pouvait monétiser. Et c'est là que j'y croyais de plus en plus, tu vois, mais profondément, tu vois. Je me suis vraiment raccroché à ça. Et donc du coup j'avais pris ma caméra et j'ai commencé à aller dans les casernes à Taïwan et à filmer les pompiers de Taïwan. Tu as toujours continué à faire des vidéos, tu t'es jamais arrêté? Si, j'ai arrêté du coup pendant toutes les années où j'étais avec mon ex. On est resté 7 ans ensemble et pendant 7 ans il y a dû avoir... Mais tu dis que tu faisais des vidéos à Taïwan? C'est là que j'ai repris. D'accord. C'est là que j'ai repris, ouais. Okay. Donc pendant 5 ans on va dire que j'ai arrêté les vidéos. Mais avec elle, quand on a fait le voyage en Californie, j'ai fait quelques vidéos parce qu'elle sentait que j'étais heureux à faire des vidéos. Ouais. Et donc du coup, j'ai fait quelques vidéos en Californie. En plus, on a fait des casernes. On a dormi dans des casernes et on est même parti sur intervention. Et c'est une de mes vidéos qui marche le mieux, tu vois, donc qui date, mais parce que je suis parti, j'ai décalé, je suis parti sur intervention avec les pompiers américains, tu vois. Comment tu fais pour convaincre les pompiers du monde entier d'accepter? Faut y aller au culot et d'être sympa maintenant c'est plus facile parce que les gens savent qui je suis entre guillemets parce que mais j'imagine en Californie ou à Taïwan ils avaient aucune idée de qui t'étais. Voilà, aucune. Mais donc tu vas, tu dis bonjour. En fait j'ai la chance maintenant parce que comme en France je commence à me faire connaître dans le milieu. Et il y a des événements qui s'organisent avec les pompiers et souvent il y a les pompiers du monde entier. Et donc quand je suis dans cet événement, t'en profites pour faire du réseau. En fait, j'ai été le caméraman officiel d'un événement et j'étais dans cet événement à une compétition internationale en Belgique. Et là, j'ai rencontré les pompiers du monde entier. Ils ont passé j'ai fait une bande-annonce, mais pendant les 3 jours, tous les soirs, je travaillais sur la bande-annonce et je leur disais, mais à la cérémonie, vous pouvez balancer ma vidéo. Mais t'es pas capable de faire ça. Tu sais, les gens, il leur faut les boîtes de prod, il leur faut 2 mois pour faire une vidéo. Je leur dis, moi, je vous propose ça et je vous le propose gratuitement. Ok, fait. J'ai fait le truc et ils ont balancé. Il y avait 300 personnes dans la caserne à Namur, en Belgique. Ils ont balancé ma bande-annonce. Tout le monde était à fond. Waouh! Et c'était génial parce que t'as tous les pompiers du monde entier qui sont venus me voir. Tu passes quand tu veux dans ma caserne, tu vois. Ok, vas-y, donne ton numéro. C'est comme ça que je me suis un peu intégré dans le milieu des pompiers, toi, si tu veux. C'est top. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu es passé de 0 à 1 dans ton business? Donc, tu m'as dit déjà, tu as commencé à faire des ventes. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu as essayé de construire une offre. Est-ce que tu as suivi un peu des stratégies de web marketing, etc. Ou tu es resté très allez, on fait à l'arrache, tiens, j'ai une idée, je la lance? À l'arrache. Ok, ouais. Toujours. Vraiment à l'arrache. Parce que moi, ça me fait rire. Parce que quand je te rencontre toi, mais j'ai rencontré Théophile Hélier, j'ai rencontré Enzo, enfin tous les gens que tu connais, Emilio et Stan. J'ai rencontré tous ces gens-là. Et quand je les ai rencontrés, ils étaient tous là à parler, tu vois. Des entrepreneurs, mais j'adore j'adore discuter. Ouais. Puis quand c'est autour d'une bière, c'est plus facile. Et c'était à Bangkok et ça parlait de ça, tu vois, de voir plus loin en fait. Et moi dans ma tête, je laisse tourner, ça marche. Ouais. Toi, t'as jamais été accro à la croissance, à dire oh, putain, faut que je monte un business toujours plus gros, faut que j'embauche, faut que je m'élargisse, faut que je grossisse. Toi, ce que t'aimes, c'est faire des vidéos
gagner ta vie avec et vivre des aventures. Voilà, c'est ça. Okay. Principalement. Après, je suis content quand je gagne de l'argent. Tu vois, quand je vends un livre, content. Mais c'est pas ce qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est les rencontres. Ok. Tout simplement. Quand je vais dans une caserne. Ça, c'est génial parce que dans ton boulot, tu as l'occasion d'en faire énormément. Ouais, c'est ça. Et bah, c'est sûr qu'il faut de l'argent. Mais je me dis que si je gagnais 10 000 € par mois, ça arrivera certainement. Parce que je le vois même maintenant que mes vidéos marchent un peu mieux. Parce que maintenant, je fais des vidéos avec les pompiers français. Mes vidéos, j'ai fait des vidéos qui marchent bien en ce moment. Ouais. Et moi, je regarde toujours... quand j'avais fait le podcast avec Stan, j'avais dit que je ne regardais pas mes statistiques. Et je le fais toujours, je ne regarde pas mes statistiques. Bon, maintenant, je suis passé à une vidéo par semaine. Mais du coup, je balance ma vidéo. Un peu comme disait Fabien Olicard, mon travail, il est accompli. Ouais. Donc si ça marche pas, c'est pas grave, je suis content du résultat. Okay. Et moi, ma vidéo, tu vois, je viens de finir ma vidéo. Super stoïque, ça comme. Ouais, c'est stoïque, je pense, mais au moins, tu vois, j'ai fini ma vidéo aujourd'hui qui sortira mercredi. Ouais. Je suis trop content, je la regarde, tu sais, les petits frissons, je suis content, je suis satisfait. Si elle marche pas, c'est pas grave. Moi, je te dis, j'adore ce genre de profil et ce genre d'histoire parce que c'est tellement... Enfin, moi, je me retrouve vraiment dedans. Alors moi, évidemment, j'ai cette approche très business, entrepreneuriat, donc j'essaie d'être dans la croissance parce que c'est aussi ce que j'enseigne, tu vois. Donc, je vais pas faire l'inverse. Mais moi, en vrai, je suis un peu comme toi. Moi, c'est pas vraiment les vidéos. Mais moi, ce qui me fait kiffer, c'est les idées et c'est l'écriture, tu vois. Et le fait d'avoir que mes journées, en fait, ressemblent simplement à... Je me lève le matin, j'écris un mail du mieux que je peux en mettant le meilleur dedans. Et ensuite, l'après-midi, je rencontre des gens, je fais des interviews, je me balade, je réfléchis. Pour moi, c'est vraiment le meilleur métier du monde, en fait. Et même si je gagnais 10 fois moins, même si c'était beaucoup plus matériellement beaucoup plus difficile, je me vois pas faire autre chose de ma vie. Je suis exactement pareil. Parce que pour moi, c'est le privilège et le luxe suprême, c'est de gagner ta vie en faisant ce que tu aimes. Et ce que tu aimes, souvent, c'est quelque chose que tu faisais déjà avant. Comme toi, ce que tu dis, tu as fait des vidéos quand même pendant des années sans gagner un centime. Tu le faisais parce que ça te faisait kiffer, parce que c'était ton truc. En fait, toi, tu fais des vidéos, c'est comme ça, tu vois. Et moi, en fait, c'est vrai que quand je réfléchis à ce que je faisais avant, c'est pareil. J'ai toujours créé des blogs, des journaux, des machins. J'ai toujours fait ça, que ce soit payé ou pas. C'est ce que je fais, tu vois. C'est ce que je suis. Créer du contenu. Ouais. Exactement. Et créer, tu vois, avoir le privilège de monter quelque chose de rentable autour de sa passion, c'est ça la vraie liberté, parce que ça te permet de faire ce que tu as envie de faire et de ne pas avoir à te soucier de ce que tu vas faire 8 heures par jour, c'est-à-dire de quel va être ton métier, puisque tu as transformé ça en métier. Exactement. Et donc c'est pour ça que moi je préfère, tu vois, j'avais absolument envie de t'interviewer quand tu as commencé à me raconter ton histoire, parce que je me suis dit, ok, c'est pas l'entrepreneur qui fait 500K par mois, qui allait s'installer aux States et qui fait une tonne de thunes, et qui, tu vois, c'est pas ça. Et ça, de toute façon, peu de gens peuvent s'identifier à ça, et de toute façon, peu de gens peuvent devenir ça, parce que par définition, c'est minoritaire. Mais c'est quelqu'un qui est parti de ce qu'il aimait faire et qui a construit un business model autour de ça pour pouvoir continuer à en vivre et faire ce qu'il aime et être libre. Et ça, finalement, pour moi, ça se rapproche beaucoup plus de ce que je fais ou de ce que j'ai toujours envie de faire. Et ça m'inspire, et je pense que ça inspire beaucoup de gens qui me suivent, parce qu'en fait, ce que tu as fait, évidemment, c'était difficile, il y a eu tout un cheminement derrière, mais c'est quelque chose qui est accessible à beaucoup plus de gens que de vouloir devenir Mark Zuckerberg, tu vois. Et c'est quelque chose qui est vraiment accessible. Aujourd'hui, tu fais quoi, quelques milliers d'euros par mois, tu vois, avec ce que tu fais, t'en tires un salaire largement confortable. Tes journées, tu les passes à faire ce que t'aimes. Ce que je veux. À faire ce que tu veux. C'est génial. Ça t'a sorti de la dépression. C'est quand même un truc qui est puissant, tu vois, dans une vie, d'avoir ce privilège-là. Et c'est un truc qui, à mon avis, c'est un truc simple, mais qui peut tellement améliorer la vie des gens, tellement transformer la vie des gens, que ça mérite, ça gagne à être connu, à être popularisé. Donc on n'est pas tout à fait à la fin, mais je te remercie vraiment, en tout cas, pour ce témoignage, parce que je pense que beaucoup de gens, ça va leur donner la pêche et ça va leur donner envie de continuer à travailler, à se battre pour réaliser ce rêve-là, tu vois, qui n'est pas un rêve inaccessible. Et ça, c'est vraiment important de le dire. Gagner 2 000 ou 3 000 € par mois sur le web en faisant ce qu'on aime, c'est pas un mythe, c'est pas un rêve inaccessible, c'est un truc que beaucoup de gens peuvent faire. Et là, t'es pas du tout au maximum de tes capacités, c'est ce que tu disais. C'est que t'as pas des tunnels de vente en 15 étapes qui sont ultra optimisés au poil de cul, t'as pas une séquence email avec 250 mails non, tu vois, c'est un peu, tu travailles un peu à l'arrache, au jour le jour, en fonction de ce que tu as envie de faire, ce qui te plaît. Mais si tu voulais vraiment optimiser le truc au maximum, tu pourrais encore atteindre des résultats plus importants en termes de chiffre d'affaires. Donc tu vois, c'est un truc finalement relativement simple que tu as encore. Ah, c'est très très simple. Pour te dire, parce qu'on parle de vente, je vends. Là, ça fait à peu près 6 mois que je fais des vidéos sur une immersion que j'ai fait, Pompiers de la Nièvre.
C'est pour ça que ça marche bien, parce que c'est les pompiers français. J'avais fait une immersion à Taïwan, mais ça intéresse moins les Français parce que c'est loin. Mais moi, je trouve que c'est important de voir ce qui se passe ailleurs. Et entre guillemets, j'éduque un peu les gens à se dire intéressez-vous à ce qui se passe ailleurs. En plus, on vous le propose gratuitement, donc profitez-en. Et ça, je vais continuer de le faire. Mais quand c'est en France, c'est clair que les pompiers français veulent savoir comment ça se passe, etc., etc. Donc ça marche mieux les vidéos. Et à aucun moment, depuis 6 mois, enfin même plus, même 1 an, j'étais parti en Australie pour les feux de forêt. J'en parlais toujours pas. Et ça, c'était l'année dernière, c'était en février l'année dernière. Et je parle plus de mes programmes. Ça fait 1 an que j'ai pas parlé de mes programmes sur ma chaîne YouTube. Et ça fait 1 an que j'ai pas envoyé de mail en disant achetez mon programme tout seul. Tout seul. Tu fais rien et ça juste vend, le truc que je fais, c'est les fiches. Je t'aide à devenir pompier. T'envoies pas de mail. Pas de mail, je sais même pas. J'ai 17 000. Tu pourrais tellement gagner tellement beaucoup. Parce que j'ai 17 000. J'ai une liste email parce que c'est vous les entrepreneurs qui. Enfin, toi et puis tous ceux que je suivais qui disaient il faut avoir une liste email, c'est la base. J'ai jamais su vendre par mail, mais j'ai toujours mis. Donc les gens, quand ils veulent aller sur mon site, ils me donnent leur mail. Et maintenant, j'en ai 17 000, mais je sais pas vendre. Et je t'ai pas demandé, donc 17 000 emails, t'as combien de personnes qui te suivent sur YouTube ? Je viens de dépasser les 30... enfin, je le sais pas parce que je regarde pas. 30 000. Mais je reçois des messages, forcément, mes plus grands fans. Non, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message hier en me disant bravo, t'as dépassé les 30 000 abonnés. Donc là, je suis à 30 000 abonnés. T'as combien de vues par vidéo à peu près Par vidéo, je ne sais pas, je regarde pas. Tu regardes même pas combien de vues tu fais sur tes vidéos ? Non, je réponds à tous les commentaires, c'est quelque chose que je fais, mais je regarde pas les vues parce que c'est anxiogène, ça fait, tu fais une vidéo, tu as tout donné, parce que moi je donne tout. Ton humeur ensuite est axée sur les vues et c'est pas bon. Donc moi je regarde pas les vues, mais il y a mon frère là à Noël, il m'a pris parce qu'il sait, et puis lui il aime bien un peu ce que je fais au niveau business, et il m'a mis devant le fait accompli, il m'a dit regarde tes stats de tes dernières vidéos, et j'ai des vidéos qui ont fait 20 000, 30 000 vues. Elle me dit mais regarde la vidéo, elle est sortie hier, elle est déjà à 3 000 vues. Et regarde, c'est la semaine dernière, elle est déjà à 20 000 vues. Faut pas oublier que tu es dans une niche. C'est pas Thibaut InShape qui va chez les pompiers. Il l'a fait. Oui, je sais qu'il l'a fait. Mais tu vois, genre c'est Thibaut InShape, il a déjà une énorme audience parce qu'il parle de plein de trucs et qu'il fait du divertissement. C'est ta thématique, c'est les pompiers. Donc c'est une niche et les gens qui te suivent, il y a peu de chances qu'il y ait beaucoup de gens qui te suivent qui soient pas pompiers ou qui aient pas envie de devenir pompier. Tu vois. Donc c'est quand même super limité. Donc tu touches, probablement que la plupart des gens qui sont dans ce milieu-là ou qui sont pompiers te connaissent de près ou de loin. Ouais, et puis moi, je fais des vidéos, c'est la vue d'un pompier, tu vois, c'est pas un reportage d'un reporter qui connaît pas le métier de pompier. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive en caserne, je reste plusieurs semaines. Là, la Nièvre, c'était excellent, j'ai adoré parce que j'ai dormi dans la caserne pendant plusieurs jours. Ce qui fait que les gens disent il y a un youtubeur qui vient, tu vois, c'est ça. Donc, youtubeur, tu sais, ça va être un reporter à la con, le mec. Sauf que j'arrive, je leur dis que j'ai été pompier de Paris. Là, ils te regardent différemment, ils vont s'ouvrir. Et du coup, je leur explique un peu mon histoire. Je leur raconte comme j'ai fait là, je leur raconte un peu tout ce que j'ai vécu parce que je veux avoir des vraies relations, tu vois. Et puis, je suis bavard, et puis je raconte ma vie. Et là, ils commencent à se dire, tiens, ce mec-là, parce qu'il y en a qui me connaissent pas, il y en a qui me connaissent, mais la plupart me connaissent pas. Et donc, du coup, ils vont voir un peu mon travail et ils se disent, putain. Et du coup, je m'intègre dans la caserne. Et c'est là que j'arrive à faire des vidéos où je suis plus le mec. J'ai l'impression d'être en immersion, enfin. C'est tout nouveau que je fais, parce qu'avant, on ne me faisait pas confiance. Les départements pompiers en France, ils avaient été normal. C'est la communication, il faut faire une bonne com, c'est difficile. Et là, je fais tout moi-même. Donc, maintenant, je commence à me faire connaître dans le milieu. Donc, on va dire que ça a changé. Mes vidéos ont changé depuis ce moment où j'étais le youtubeur qui filmait. Maintenant, c'est plus moi que je mets en avant, c'est les pompiers que je visite. Et ça plaît beaucoup. Et ouais, quand tu parles de niche, c'est une niche. Sauf que j'essaie de rendre ça accessible au niveau... tu sais, je vais filmer un pompier qui va faire son intervention. Lui, il va montrer ça à sa famille. Et je veux que sa famille, elle comprenne ce qu'ils vivent. Donc là, j'essaye de... je sais pas schématiser, mais vulgariser. Vulgariser pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'il y a des termes techniques, il y a des trucs, tu vois. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Parce que quand tu passes devant une caserne, tu vois des pompiers qui grimpent des cordes. Mais là, ils s'amusent parce qu'ils font du sport. Mais derrière, il y a tout un entraînement et un process de formation qui est super long. Et c'est ça que je veux mettre en avant. Et maintenant, je vais même plus loin. Donc, c'est YouTube que j'essaye un peu de saigner pour en tirer le meilleur. C'est que maintenant, on peut faire les sous-titres. Alors, je me casse la tête à faire les sous-titres. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je sous-titre tout en français. Donc, ça me prend pas mal de temps. C'est toi qui le fais. Et je fais tout. Ça faut le déléguer, c'est vrai. C'est trop horrible de faire ça. Ce sera le premier truc que je vais déléguer si je délègue un jour. Mais
Et puis en plus, je mets des emojis dans mes sous-titres. Tu sais, je veux vraiment me démarquer des autres sous-titres. Donc, je fais les sous-titres et après, je les traduis en anglais. Après, j'ai une de mes abonnées qui est en train de traduire mon livre en anglais. Et je la rémunère, tu vois, mais elle traduit aussi en anglais, enfin, tu sais, parce que le Google Translate, c'est pas terrible. Et elle va aller dessus pour que ça soit vraiment bien. Comme ça, je sais qu'en anglais, c'est bien. Et après, de cette base, je traduis dans toutes les langues. Donc là, ça me reprend encore 2 heures de travail pour le traduire dans toutes les langues. Okay. Ah oui. Et là, ce qui est vraiment super, c'est que je traduis aussi les titres et la description. C'est-à-dire qu'un pompier des États-Unis, d'Angleterre ou de Russie. Et tu as des vues de l'étranger? Tu vois la différence? Plein. Ok. Tu dirais quel pourcentage de vues à peu près? En fait, avec TubeBuddy, tu sais, le logiciel, quand je traduis, je vois le pourcentage. Donc j'ai à peu près 95% de Français qui regardent mes vidéos et 5% d'étrangers. Okay. Donc j'ai pas mal de Taïwanais parce que j'ai fait un sur ton reportage sur Taïwan. Ouais, j'ai fait un feat aussi. Ouais, j'ai fait pas mal de vidéos, mais j'ai fait un featuring avec un YouTuber français, mais qui parle taïwanais, donc il y a une audience taïwanaise. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais si eux, ils s'abonnent, et j'ai reçu 4000 abonnés à Taïwan, donc des gens qui ne parlent pas français. Et je me suis dit, s'ils s'abonnent, il faut qu'ils comprennent ce que je dis. Et c'est à partir de là que je me suis dit, je vais être international. Et donc là, du coup, j'ai des vues en Italie. C'est trop marrant parce que j'ai même des commentaires au Chili, et en Espagne, les Allemands. J'ai plein de pays. Et en fait, comme le titre et la description est traduit, et ben, les gens peuvent me trouver. Et je me dis que comme en France, je suis l'un des seuls à faire ça, je dois être l'un des seuls à faire ça dans le monde. Tu vois, donc si un Américain va taper pompier France en anglais sur YouTube, il y a des chances qu'il tombe sur mes vidéos. Et après, il faut qu'il clique et je mets le petit truc subtitle disponible. Et voilà, après, il faut qu'il regarde avec les sous-titres. C'est pas toujours, mais il y en a qui aiment bien. Bon, j'essaye, on verra. Et donc, du coup, et pareil, quand je vais aller à l'étranger, quand je vais retourner, je sais pas, en Allemagne, et je vais leur dire mes vidéos, elles sont en allemand, les mecs, ils vont être contents de comprendre ce que je dis, tu vois, et ça va m'ouvrir d'autres portes. Donc, ça, c'est un travail que je m'efforce à faire. C'est long, c'est chiant, mais bon, ça va payer, quoi. T'es auto-entrepreneur? Je suis auto-entrepreneur, ouais. Ok. Auto-entrepreneur depuis depuis plusieurs années, mais ça fait 3 C'est bien, ça fait 3 ans. Du coup, tu restes, donc tu es fiscalement en France, mais tu voyages quand même pas mal. Tu m'as dit que tu passais 3 mois par an à Taïwan. Le visa, quoi. Tu prends tout le visa que tu peux. Je prends tout le visa, je sors et je reviens. Okay. Moi, je pense qu'à long terme, ma vie, je la construirai un peu en France et un peu à Taïwan, parce que j'adore Taïwan. Et en France, il y a de quoi faire en fait. Y a pas, tu sais, là, il y a les pompiers de Paris, mais il y a les pompiers de Marseille aussi. C'est une entité spéciale. Tu as les pompiers partout en France. J'ai plein de reportages à faire. T'imagines le champ des possibles, tout ce que je peux faire. Ouais, c'est clair. Et avant, je faisais tout en face cam dans ma chambre parce que j'avais pas le droit d'aller dans les casernes. Je me dis, ok, j'ai pas le droit parce qu'on me fait pas confiance, clairement. Je vais raconter mon histoire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir... Maintenant, tu as acquis la légitimité qui te permet, ça t'a ouvert plein de portes en fait, c'est ça. ce que tu as fait sur YouTube. Okay. Les portes étaient fermées. Ça, c'est intéressant aussi de se dire que beaucoup de gens attendent d'avoir l'autorisation pour commencer à faire des choses, alors que souvent, c'est en faisant les choses que tu vas obtenir des autorisations. C'est ça. Et toi, si tu avais attendu d'être autorisé à faire des vidéos dans les casernes, jamais tu l'aurais eu le truc, tu vois, t'es un nobody, les gens ils ont pas envie de prendre des risques avec un nobody, alors que tu t'es dit bon allez, je transgresse un peu, bon, c'est pas très grave, tu vois, tu vois, faut faire la différence entre faire quelque chose d'illégal, de grave, tu vois, qui cause vraiment du tort à autrui, et faire quelque chose d'illégal mais de pas très grave, qui va pas te causer d'aller en tôle ou quoi que ce soit, et qui peut t'ouvrir des portes justement, tu vois. Donc faire des choses avant de demander autorisation. Et souvent ces choses-là nous permettent d'acquérir une crédibilité et une notoriété dans notre domaine, et de plus être un nobody, et donc d'obtenir des autorisations. Donc c'est intéressant ce que tu as fait. C'est un peu la phrase, je saurais pas la retrouver, mais c'est un peu la phrase, je demande pas l'autorisation, je préfère demander pardon. Oui, c'est exactement ça. C'est Oussama Mar qui dit ça. Peut-être. Ça, c'est ancré en moi. Ouais. Le nombre de trucs que j'ai fait et qu'on m'a dit, t'aurais pas dû le faire. Pas grave, c'est fait. Au final, t'es toujours là. Et mes vidéos, tu vois, genre les on a tendance à dramatiser les trucs et à penser que le moindre écart, ça va. Alors que souvent, c'est aussi comme ça qu'on se construit, en essayant des choses. Il faut tester. En testant des trucs. La vie, c'est un peu un. Moi, on m'a dit. Labo, moi, quand je me suis lancé sur le web, on m'a dit mais t'es malade, tu vas t'attirer une mauvaise réputation. Quand tu chercheras un boulot, après, ça va te causer du tort. Au final, le seul boulot de salarié que j'ai trouvé après à m'être lancé sur le web,
c'est un boulot de salarié que j'ai trouvé grâce à ce que j'avais fait sur le web. J'avais mon blog, j'ai un ami dans Entrepreneur qui m'a repéré, qui m'a recommandé à Entrepreneur. J'ai bossé pendant 1 an avec ce gars qui était génial parce que c'était dans un coworking avec d'autres entrepreneurs du web qui m'ont aidé à comprendre que c'était possible. Donc en fait, on est souvent focalisé sur ce qui pourrait mal tourner, mais on ne voit pas les opportunités qui pourraient se tirer là et souvent qui sont liées au hasard, à beaucoup de choses qui sont difficiles à percevoir à l'avance. Mais quand on suit son instinct, on a plus de chances, je pense, de provoquer ce genre de choses positives. Et c'est l'expérience qui s'accumule. Ouais. Et comme tu disais, quand j'ai filmé l'événement spécial et qu'on m'a dit maintenant, tu es le caméraman officiel de l'événement, dans ma tête, ça y est, c'est quelque chose que je vais pouvoir dire. Ouais. Je suis le caméraman officiel de cet événement. C'est clair, t'es le caméraman officiel. Bah oui. Et ça, c'est rigolo. Et ça, je pense que c'est une grande leçon. C'est tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sans demander d'argent. Sans demander d'argent. Quand je vais dans une caserne faire une immersion, même à Taïwan, à Taïwan, je suis resté plusieurs mois dans une caserne, t'imagines, j'ai vécu avec les mecs. Ouais. Et ça, c'est si tu prends comment t'appelles ça, un salarié, un mec qui fait des vidéos, je sais pas comment on appelle ça, un prestataire. Ouais, un prestataire. Si tu prends un prestataire qui fait ça ou un pigiste, tu le payes une fortune. Ouais. T'imagines ? Là, j'ai 13h30 de vidéos sur les pompiers de la Nièvre. Ça doit coûter 100 000 euros, ça, je pense, tu vois, à monter. Juste à monter. Et je leur demande rien. Et maintenant, quand je contacte les départements, je leur dis, vous aurez rien à payer. Je fais ça parce que j'aime ça et je veux vous aider à communiquer à travers mes abonnés, mon audience. Et ça change tout. Parce que du coup, j'ai cette liberté de pouvoir faire ce que je veux. Ouais. Parce que je ne suis pas un prestataire. Bien sûr, je travaille avec eux, donc, et je sais ce que je dois montrer, ce que je ne peux pas montrer. Mais du coup, ça m'ouvre beaucoup de portes. Et quand on me demande, mais tu fais comment pour vivre ? C'est pas votre problème. Ça, c'est le mien. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça ma grande force. Et mon autre, du coup, c'est un peu lié. Mais si en France, toutes les portes se ferment, non, on veut pas toi filmer dans nos casernes. Et il y a combien de pays dans le monde ? À Taïwan, je suis reçu comme un roi quand j'arrive là-bas, tu vois. C'est pas grave, je retourne à Taïwan. Les États-Unis, c'est pareil. Si je suis parti sur intervention aux États-Unis, c'est que les mecs sont un peu plus ouverts au niveau communication. Donc c'est pour ça, moi. Et maintenant, les départements que je contacte, je leur dis, vous pouvez me dire non, mais dites-moi non, j'en ai reçu plein. Il n'y a aucun souci. Je préfère qu'on travaille pas ensemble. Il y a d'autres départements qui voudront peut-être que je vienne chez eux faire leur com. Donc il n'y a aucun souci. Et en fait, ça me laisse la liberté. Et ça, c'est trop bien. Du coup, maintenant, j'ai plus peur, cette crainte. Et pareil, si toutes les casernes du monde se ferment, je peux toujours prendre ma caméra, raconter mon histoire comme j'ai commencé à le faire, parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Parce que je t'avais raconté les pompiers de Taïwan que je filmais au tout début, que je reprends ma chaîne. Mais après ça, j'ai pris ma caméra face cam et je racontais toute mon expérience de pompier de Paris. Mes premières interventions, mes pires interventions, comment s'intégrer dans une caserne. Tu sais, plein de conseils, des trucs que j'ai vécu, des trucs qu'on me demandait, questions, et juste face cam. Dans mon petit Airbnb, perdu dans un pays. Et rien que ça marche, parce que tu partages une expérience que les jeunes recherchent. Ouais. Donc, tu vois, tu pars de ce principe-là, tu peux créer une audience. Tu réponds à un besoin, clairement. Ouais, voilà. Après, j'ai toujours des gens qui me disent, ouais, tu partages, tu sais, il y a le secret professionnel et tout. Mais regarde ma vidéo, je balance pas de nom, je balance pas d'adresse. Oui. Je respecte, je sais que je connais mes droits. Hein. Mais pour un commentaire comme ça, tu as 20 commentaires qui vont dire merci, ça m'aide beaucoup. Ça, c'est important pour toi, tu te nourris de ce feedback et c'est cette communauté qui est soudée, quoi. C'est important. C'est important parce que je réponds à tous les commentaires et j'ai pas de haters. Ça, c'est une chance, on va dire. Mais j'ai pas de haters. Donc j'avais peur, en faisant une vidéo par semaine, j'avais peur d'en choper. Parce que quand je faisais une vidéo par jour, j'avais un peu peur de saouler les plus chiants en fait. Mais là, quand je fais une vidéo par semaine, moi j'ai quelques commentaires, mais j'en prends pas. Pourquoi je changerais pour un mec qui aime pas ce que je fais alors qu'il y en a 50 qui vont dire que c'est génial, tu vois. Donc je lui dis mec, t'es le seul à pas aimer. Je fais de la voix off. Moi j'adore faire de la voix off. Mon livre, je l'ai fait en livre audio. Ah ouais. Et 12h30 il dure le livre audio, tu vois. C'est vraiment un truc de fou, mais j'ai adoré le faire. Et j'adore la voix, et il y en a qui disent j'aime pas ta voix, j'aime pas ta voix. Je dis mais je m'en bats les steaks de ton avis, enfin tu sers à rien, toi t'es qui, toi. Et ça m'atteint même pas ça, alors qu'avant ça m'aurait peut-être fait quelque chose. Mais non, je dis il y a 50 commentaires derrière qui disent que c'est trop bien, pourquoi me changer, tu vois. Je dis, après le mec qui dit ouais il faut pas mal le prendre, je dis je le prends pas mal.
Et je le prends pas mal, mais si tu me fais un truc constructif où je peux changer, je le ferai, mais là, je peux pas changer ma voix. Et les gens, ils vont pas en plus, ta voix, il n'y a aucun problème avec ta voix. Oui, je me dis, c'est vraiment le mec qui regarde la vidéo et qui va chercher un truc négatif à dire, et comme il a rien trouvé sur le contenu, il va t'attaquer sur ta voix, tu vois. Ouais, mais c'est un peu C'est chaud quand même. Mais ça, c'est quand c'est des vidéos qui marchent vraiment bien et qui atteignent un public qui n'est pas... C'est souvent ça. C'est souvent ça. On va terminer. Vincent, c'était super intéressant. Ton histoire est vraiment passionnante et je pense que ça va inspirer beaucoup de gens parmi mon audience. Donc merci beaucoup. Est-ce que tu peux terminer, si tu as un mot à dire déjà dis-le, et si tu veux aussi terminer par nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui sont intéressés par ton contenu. Déjà, dans un premier temps, la communauté d'Antoine, que je connais très bien, entre guillemets, parce que je suis tes vidéos. T'es l'un des mecs, comme avec Stan, vous êtes les deux gars que ça pop, je regarde, tu vois, j'arrête tout ce que je fais. Donc je connais un peu, je regarde les commentaires. Je sais pas si toi tu regardes les commentaires. Un petit peu, ouais. De temps en temps. Pas toujours. Et donc je regarde les commentaires et puis du coup tu as une communauté qui est très, j'allais dire proactif, mais qui cherche. Et c'est bien, tu vois. Des fois tu tombes sur des chaînes. Ouais. Je sais que grâce à ta communauté, je me suis fait quelques amis qui font du contenu vraiment, vraiment qualité. Et pareil sur le groupe Facebook, qui est vraiment une mine d'informations, une mine d'or. J'aime beaucoup le groupe Facebook, les gens sont super intéressants, il y a plein de questions. Super respectueux les uns envers les autres. Moi, des fois même, ça m'énerve. Quand je vois des gens qui demandent quelle caméra utiliser, mais bon, après, les gens répondent et les gens sont super cool. Donc c'est bien, et tant mieux qu'il y ait des gens comme ça. Et ça, c'est ta communauté. Donc foncez et allez c'est tout ce qu'on a dit, hein, mais allez jusqu'au bout. Enfin, c'est même pas aller jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas de bout. T'en es même pas encore à ton bout. Et pourtant, toi, t'es plus loin que moi. Et moi aussi, je pense pas qu'on est debout, mais allez jusqu'au bout de votre. En fait, c'est du dépassement de soi. Donc, il faut se dépasser et aller donner le meilleur à chaque fois et essayer de repousser un peu ses limites. C'est peut-être ce que je ressentais dans le sport, tu sais, quand tu fais une montagne. Un pas après l'autre. Et c'est un peu mon livre, tu vois, tout le monde me dit ça. Ce que je retiens de ton livre, c'est un pas après l'autre. Mais c'est ça, toute mon histoire, toute ton histoire, et certainement la vôtre, c'est un pas après l'autre. Et c'est comme ça qu'on fait une histoire, un peu comme une brique aussi. On peut dire une brique après l'autre pour construire quelque chose. C'est schématisé, mais ça représente bien la chose. Un pas après l'autre, par contre, ce pas, il faut le faire bien. Il faut bien le faire. Et une brique, mais il faut bien la faire. Et derrière, ça fait des fondations qui sont top. Et après, c'est votre château, hein. On construit quelque chose. Et moi, j'adore ça, parce que tout ce que je fais, toutes les vidéos, toutes les rencontres, c'est des briques, c'est des choses, tu vois. C'est pas matériel, mais ça me construit, ça m'élève, ça m'aide. Tu construis finalement. En fait, ce que tu as toujours voulu faire, c'est construire un truc. Et là, tu construis un truc plus que jamais, quoi. C'est très clair ce que tu construis. Ça. Donc, donnez-vous à fond, lâchez rien, entourez-vous. Et c'est ce que tu dis souvent aussi, c'est rencontrer les gens qui vous inspirent. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est vraiment fondamental, hein, c'est ce que j'ai fait avec quelques-uns d'entrepreneurs et puis toi, parce qu'on se rend compte qu'on est des humains, qu'on est dans le même état d'esprit, et ça c'est important parce qu'on se sent moins seul. Donc s'entourer, c'est vraiment important. C'est-à-dire que moi demain, je rentre, je reçois un message, tu vois, qui peut tomber, une mauvaise nouvelle dans ma tête. Ce qu'on a vécu là, c'est une brique de ce que j'ai construit, parce que je t'ai rencontré. On a discuté, t'as un peu cru en ce que j'ai dit, en moi, tu vois, cru en mon histoire. Et dans ma tête, je me dirais, je suis plus seul maintenant. Il y a des mecs comme Antoine qui adhèrent à ce que je fais. Il y en a d'autres sur YouTube. Il y a des gens que j'ai rencontrés. Et tout ça, je le fais pour ça, en fait. Et je le fais pas pour l'argent, tu vois. L'argent, c'est vraiment parce qu'il faut en gagner. C'est qu'une partie. Hein. Il y a tellement de choses qu'on peut explorer dans la vie et des objectifs qu'on peut essayer d'atteindre. C'est ça. L'argent, c'est qu'un bout, mais il y a tellement d'autres. C'est ça. Et moi, ma joie, je la ressens. Alors, c'est clair, quand je fais une vente d'un de mes programmes ou de mon livre, t'es content. Tu sais, t'as la petite adrénaline, tac, t'as vendu quelque chose. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'on me remercie derrière. Merci pour ce que t'as fait. Merci pour ce que tu fais, merci pour... Tu vois, que le mec, il paye, mais en plus, il te remercie. Et c'est ça, la récompense. Ça va au-delà de faire une vente. Ça va qu'à un humain que je vais pouvoir aider et qui a eu le déclic de passer à l'action et que derrière, ça va peut-être changer sa vie, tu vois. C'est ça le plus important. Et c'est pour ça qu'on le fait. Donc, foncez, vous allez aider des gens et ça, c'est le plus important. Et pour finir, donner. Donner, c'est le plus important de donner, non ?
Mais où est-ce qu'on peut te trouver? C'était ça la deuxième Vincent question. Firelife. Ils sont tous partout. Et le bouquin, c'est quoi le bouquin? Attends. On trouve à la Fnac le bouquin ou non, faut mon aller sur bouquin Amazon? c'est auto-édité sur Amazon. Ouais, ok. Pareil pour une question de pas de prise de tête. Ouais. Amazon, le lien est en description. Non, je plaisante. L'incendie de ma vie, ça s'appelle. Ça raconte toute mon histoire. C'est assez axé pompier. Ouais. Mais au moins, vous verrez un peu mon histoire. De toute façon, je crois que j'ai tout dit. Il y a plus de suspense là. Ça m'a pris 500 pages. Là, vous avez tout en résumé. Non, mais c'est cool. Mais foncez. Le bouquin, L'incendie de ma vie et Vincent Firelife. Ouais, ma chaîne YouTube, c'est Vincent Firelife. C'est Vincent, la vie de feu, vie de pompier. En tout cas, c'était cool d'échanger. Ça fait plaisir. Yes. Et moi aussi. Continue ce que tu fais. Ne t'arrête jamais. J'ai été triste quand t'as arrêté les vidéos. J'ai été triste quand t'as arrêté les podcasts. Parce que j'adore, c'est du contenu. Mais je fais des mails maintenant. Mais tu fais des mails, jours, et c'est génial les mails. C'est génial, mais moi j'ai la flemme de lire. Ouais. Tu vois après, il y a des gens qui sont plus vidéo, plus. Après, si t'écris bien, tu peux aussi faire de la vidéo scriptée, mais c'est chiant. C'est chiant, mais c'est du travail. C'est tellement plus de boulot de faire une vidéo que faire un texte. Parce qu'un texte, en fait, une fois que t'as fini d'écrire, tu te relis, tu t'es dit trois mots et puis c'est réglé, quoi. Une vidéo, une fois que t'as fini de tourner, il te reste encore les 2 tiers du boulot, quoi. Le montage et le référencement qui est énormément de la travail. miniature, le titre, l'upload, le référencement, le montage. Après les partages. Et au final, t'envoies un mail à la fin. Et en plus, t'envoies un mail, c'est ça. Mais non, mais continue à faire du contenu parce que c'est génial. De toute façon, t'es quelqu'un qui fait des contenus un peu par étapes. Ouais. Tu vois, des fois, tu vas faire que du mail. Mais là, tu as repris un peu les vidéos. Donc, je suis content. De temps en temps, j'ai une petite vidéo qui pop. Mais moi, ce que j'adore, c'est YouTube. J'adore, tu vois. Je sais que t'es pas trop YouTubeur, tout ça. Mais moi, c'est quand même un réseau que j'aime bien et que j'ai appris à connaître. Et c'est vrai que tu peux de suivre les gens comme ça dans leur vie. Pas dans leur vie, mais dans leur aventure entrepreneuriale, tout ça. Je trouve ça vraiment super. C'est une chance. Ouais. C'est une chance qu'on a. Hein. Donc, si tu as des bons abonnements, tu as un bon fil d'actualité YouTube. Et moi, je me lève le matin, je suis content. Tu vois. Et des fois, je binge-watch des vidéos, mais je peux pas me dire, je fais rien. Bah non, j'ai appris plein de trucs. Ouais. Et si j'ai rien appris, j'ai été motivé par le contenu qu'on m'a proposé. Il y a le meilleur comme le pire sur YouTube, mais il y a... En effet, si on veut apprendre des choses et se former sur YouTube, c'est tout à fait possible et il y a tellement de choses intéressantes. Ouais, c'est ça. C'est la morale. De toute façon, des morales, il y en a beaucoup, mais... Il y a trop de morale là. Et acheter le livre, voilà. Ouais, bah ça, ouais. Ou en livre audio. Alors, c'est marrant aussi, le livre audio, c'est que c'est chiant à faire, c'est long, c'est dur, c'est bien. Mais et on peut auto-publier un livre audio, du coup. Ouais, alors je parlais de ça, je pourrais limite en faire une formation parce que personne ne le fait. Ouais, je savais même pas que c'était possible. Et s'ils le font, genre tu prends Stan, Olivier Roland, même Fabien Olicard. Mais ils sont édités, ils ont édité. Bah, du coup, c'est eux qui posent leur voix et qui font leur truc. Mais ils sont sur les plus grosses plateformes. Genre Audible, je suis pas sur Audible parce que Audible, il faut être américain, il faut avoir une adresse américaine, un compte bancaire américain. Donc c'est super dur. Donc tu le vends toi-même ton livre audio? Bah du coup non, je l'ai publié sur on va dire une plateforme qui le met sur toutes les autres plateformes. Ouais. Donc ils l'ont mis sur Kobo, tu vois l'application de la Fnac. Tu passes quand même à côté de la plus. Ouais, moi je vais être sur Audible. Tu peux le vendre toi-même sinon sur ton site? Ouais, je pourrais, mais un petit lien dans tes vidéos. Mais en fait, je préfère les applications parce que forcément il y a le référencement. Les gens... Faut qu'on arrête cette vidéo là, c'est pas possible. Et ouais, faites des livres audio. Je crois qu'on a oublié qu'on était en train de filmer. Bon allez. Merci pour tout. Et c'est cool quand c'est comme ça. C'est bien, au moins c'est des vraies interviews. Et ben merci beaucoup Vincent et à une prochaine alors. Et abonnez-vous à sa chaîne et mettez en commentaire Antoine, t'es le feu. Voilà. Comme ça on verra les commentaires. Il y aura plein de commentaires. Mais non, je suis sûr que j'en sens. Allez, ciao. Enjoy.